The movie, the subject of the movie, and it actually came out to be the best movie about the 15th century I've ever seen, but it wasn't worth it. Le Moyen-Âge, au sens large, fait partie des périodes chouchoutées par le cinéma. Après tout, il permet des batailles épiques, de l'héroïsme chevaleresque ou à l'inverse, les pires vilainies permises par ces âges dits sombres. Tout ça dans des beaux châteaux remplis de costumes super cool. Avec le Moyen-Âge, on flirte avec notre histoire fantasmée sans être jamais loin du conte, de l'épopée ou de la légende. Tenez, on peut même y foutre des dragons, You can add the dragons, right? You can add the... de la sorcellerie et décliner à l'infini des figures ayant existé ou pas vraiment, mais ayant gagné une dimension mythique. Le Moyen-Âge, ce bon client plein de héros, de guerres, de romances, de religions, de mythes et tout un tas d'autres trucs qui fonctionnent vachement bien au cinéma. Ce Moyen-Âge, ou plutôt ces Moyen-Âge sur pellicule, il contribue à forger les représentations que l'on se fait du vrai, au moins autant que l'école ou le roman national. Alors parmi ce corpus pléthorique, j'avais envie de vous parler de ce qui pourrait bien être le meilleur film médiéval de tous les temps. En 1985, un réalisateur, pourtant à succès, sent qu'à force d'enchaîner polémique sur polémique dans ses Pays-Bas natals, ça va commencer à devenir compliqué pour lui de décrocher les subventions nécessaires à la production de ses films. Portraying Dutch society as being bad, evil. But it was the truth, eh? They didn't want to hear the truth. Il se tourne alors vers l'industrie outre-Atlantique, et réciproquement. Je l'ai regardé, m'a regardé, je l'ai regardé. Le début d'une grande aventure qui l'amènera à hacker les studios américains pour nous fournir Robocop, Total Recall ou Starship Troopers. You would never think that a liberal European Dutchman with a strong intellectual bent would be interested in a novel like Starship Troopers. Mais bien avant cela, dans les années 70, il avait réalisé une série médiévale populaire nommée Floris, avec son fidèle acteur, presque son alter ego à l'écran, qui allait lui aussi traverser l'océan pour tuer le game du monologue. And then I was just looking for one line that would kind of, in a tiny nutshell, sort of, you would feel what Roy feels, which of course is impossible. Floris, c'était un peu un genre de Ivanhoe ou Thierry Lafronde aux Pays-Bas. Avec son scénariste, historien de métier, ils avaient gardé de côté tout un tas d'idées pas trop adaptées à un programme familial. Et c'est ce qui donnera Flesh and Blood, la chair et le sang, premier film en anglais et financé par un studio états-unien pour Paul Verhoeven, toujours avec le regretté Rutger Hauer. Et là, c'est le drame. Le film n'engrange que, tenez-vous bien, 100 000 pauvres petits dollars au box-office. Coup dur, coup dur. Là, je sais ce que vous allez me dire. Le meilleur, on sait pas, mais certainement le plus gros bid médiéval de tous les temps. Cette tôle aura une influence assez inattendue sur la suite de leur carrière, et donc de leur contribution monumentale au cinéma. Déjà parce qu'à partir de là, c'est fini entre Polo et Rutger. He took this movie, Flesh and Blood, but in fact he didn't want it. After this, let's say, hero kind of part in Ladyhawke, he shouldn't have done this movie. At that time, I was so full of myself that I think, oh, of course you have to do it for me. You know, we did all these movies together. Oh well, fuck Hollywood. You know, who cares about Hollywood? Par contre, c'est pas du tout le divorce entre Polo et les studios américains, puisque cet échec va définitivement le convaincre de venir s'installer au US of A pour comprendre leur public un peu particulier et leur façon de travailler. And I see that in the movie very well myself. My bad, let's say, my incapacity to do English dialogue. It's always screaming. There's too much high voices and stuff like that. You know, it's always, hello, come on. Because he wanted everybody to do the same thing. He liked everybody over the top, turn it up.
you know, and just like, oh, so everybody laughs now. Il faut noter que le film ne représentait en fait pas une prise de risque financière énorme pour un studio états-unien. 6 millions de budget pour un film d'aventure en costume, c'est assez famélique. Et même si on a l'impression qu'il y a bien 4 fois plus à l'écran, parce que voilà, hein, Dutch Qualitat, le film en fait clairement les frais. See, if you see them falling here, there's only 2 or 3, and it should be a whole group of people, 15, 20 should have been falling down, and not much of that is unfortunately there. Ces conditions de production ont également entraîné un tournage assez hardcore, ce à quoi il faut ajouter le choc des cultures entre les méthodes de celui qu'on viendra à appeler le Hollandais violent et ce à quoi sont habitués les ricains. He was a maniac. He'd kill you to get a shot. He didn't care. We do 30 takes. We all did our own stunts. It was like hard work. 6 days a week, 15 weeks, cold, freezing, the coldest winter in Spain in 30 years. It snowed in the castle we were working in. We all had this chest crud disease. Ah, you American actors, you don't want to do anything. Et pour finir, la cerise sur le château, un scénario parfois rushé avec un certain nombre d'invraisemblances et de choix un peu douteux. I have the feeling that we lost there our sense of reality. And of course we lost that a couple of times during the movie. Chérie, mets-moi une requête. Requête, essayez, vous serez fixé. Et là encore, je sais ce que vous allez me dire, parce que je sais toujours ce que vous allez me dire à force de lire des commentaires. Ah bah c'est tellement le meilleur film médiéval de tous les temps que personne l'a vu, et que même le réal reconnaît qu'il est quand même un peu tout pété des fois. Le film n'a même pas vraiment reçu un mauvais accueil critique, malgré qu'il est... divisé, on va dire. Now, at this point in the program, I should have been reviewing a film called Flesh and Blood. In fact, I walked out of the film after about 40 minutes. But with the people who peddle this kind of vicious, dangerous trash to a general audience, I wonder how they describe themselves when people ask them what they do for a living. Il a même depuis le temps gagné son petit statut culte, et on en retrouve l'influence dans des œuvres comme Berserk par exemple, ou dilué dans d'autres films plus mainstream. Je sais pas si on peut dire véritablement que c'est un film américain. D'ailleurs, je pense au fait que, par exemple, lorsqu'on regarde Robin des Bois de Kevin Reynolds, qui a quand même emprunté un certain nombre de choses à la chair et le sang, dans le film de Kevin Reynolds, c'est quand même très... c'est calibré pour un grand public. Et ça reste dans le domaine, je dirais, de l'acceptable. Outre les problèmes déjà cités, on va pas se mentir, une des raisons de ce bide monumental est peut-être justement son approche du Moyen-Âge, assez brute de décoffrage, sans éléments merveilleux ou légendaires, avec une absence de véritables héros et une difficulté à s'identifier à des personnages aussi moralement troubles. It's not what we expect probably of an American movie nowadays, and where the darker sides of humankind are, let's say, projected to strangers, and certainly not visible in the characters of our American heroes. But here we are in pre-Taliban, pre-Al-Qaeda territory, and so we can just show people, see them for what they are, bad. Sans compter l'omniprésence de violence, de sexe explicite et de trucs bien dégueux, ayant entraîné de nombreuses coupes dans la version ciné, qui resteront pourtant une marque de fabrique de Verhoeven. The public persona that Paul Verhoeven has is of this kind of like barely contained wild man who's always out there trying to show full frontal fornication and decapitations every moment he can. Ce refus des codes habituels du cinéma US, dans un genre dont ils sont pourtant friands, auront précipité son échec commercial, mais en font aussi tout l'intérêt et la dimension un peu unique. Un film aussi bâtard qu'une épée, à la fois européen dans son traitement et très américain dans son action, témoignant de la transition dans la carrière de Verhoeven. Ce qui est d'autant plus approprié pour un film dont le sujet est la transition entre deux mondes, deux époques, le Moyen-Âge et la Renaissance. On s'y retrouve au temps béni des guerres d'Italie. Y a pas de café, pas de coton, pas d'essence. Je hais ce siècle, j'aime pas du tout. Avec un noble italien qui reprend sa ville à l'aide d'une armée de mercenaires en leur promettant de les laisser tout piller comme des bourrins vu qu'il a plus rien pour les payer. On peut pas casser des gueules comme on faisait avant. Mais on a nos petites astuces. Mais en fait, il les trahit avec l'aide de leur capitaine et il les fout dehors avec juste leur dieu pour pleurer. C'était la mode à l'époque. Du coup, ils sont pas très contents et ils décident de se venger. Autant vous dire qu'on n'est pas face à de nobles combattants blessés dans leur honneur chevaleresque et bien des bons gros mercos sans loi, mais
pas 100 fois, ce qui, dans ce cas, est limite pire. La petite bande part dans un délire prophétique autour de son leader et commence à mettre le boxon, kidnappant notamment la promise du fils du noble. On comprend bien sûr votre désarroi, mais est-ce que ça ne va pas trop loin? À l'origine, Verhoeven et son scénariste voulaient plutôt articuler l'intrigue autour d'une rivalité fraternelle entre Rutger et le capitaine qui les trahit pour des raisons personnelles assez complexes. Mais le studio, voyez-vous, il voulait un genre de triangle amoureux, parce que c'est plus vendeur. Et ils ont pas dû être déçus du voyage, vu qu'à la place, on se retrouve avec, certes, un triangle, mais amoureux, ça se discute, et consensuel, clairement pas, tant les motivations et sentiments des personnages paraissent toujours obscurs et complexes, plus dictés par leurs intérêts, leur instinct de survie et une bonne dose de folie furieuse. The triangle between the three of them, between Steve Agnes and Martin, is probably still not exactly what the studio wanted, because it's, although supposed to be romantic, it's in reality very cynic, and it's mostly about survival. Cette approche plus matérialiste des enjeux, presque darwinienne, comme le dit Verro lui-même, irrigue tout le film, le rendant bien moins confortable pour le public qu'un film d'aventure classique, en mettant à mal notre identification, un peu à la manière d'un Devil's Reject en pantalon moulant. À ce stade, et sans en dire plus, vous aurez peut-être compris que Flesh and Blood n'est pas conseillé à tout le monde et comporte son lot de sang, de maladies et de viols. Vous vous dites peut-être que, après tout, c'est comme ça, c'est l'époque, et si c'est bien le meilleur film médiéval de tous les temps, il va justement nous permettre d'en apprendre plus sur les guerres d'Italie, période très compliquée dont on parle pas si souvent. Non plus. C'est-à-dire qu'en gros, au début du film, il y a 2 panneaux, Europe de l'Ouest, 1501. Ça nous fait une belle jambe. Les personnages n'ont jamais existé, même s'ils comportent de vagues références réelles. Il y a quasiment pas de lieux cités, on sait même pas vraiment qui se bat contre qui à la base. On sait pas qui c'est, on sait pas d'où il vient, on sait pas qu'est-ce qu'il veut, lui-même ne sait pas. Ce que nous annonce d'emblée le film ne nous amène pas à lui faire un procès d'exactitude. Les anachronismes, il y en a tellement dans le film qu'on ne peut même pas en reprocher au cinéaste d'en avoir mis. Plein de choses nous donnent à penser qu'on serait pendant la guerre de 100 ans, les compagnies de mercenaires, les routiers, la violence, la peste. Mais en même temps, plein d'autres penchent plutôt vers la Renaissance. D'ailleurs, à ce stade, les plus pointilleux sont déjà partis en croisade en commentaire parce que 1501, c'est moyen le Moyen-Âge quand même. Moi, ça me pose problème, ça me fait un petit peu sursauter. Et vous vous dites que, décidément, ce meilleur film médiéval de tous les temps, non seulement il est pas terrible, il nous apprend pas grand-chose sur l'histoire, et en plus, il est même pas médiéval. Et pourtant, il y a rien de plus faux. Justement, Flesh and Blood se situe, on l'a dit, au moment de bascule entre ce qu'on est venu à catégoriser comme le Moyen-Âge et la Renaissance. Et c'est même un sujet du film. Je crois que ce qui est intéressant sur le plan historique dans cette œuvre, que je mettrai en rapport en tout cas avec l'automne du Moyen-Âge de Huizinga, qui décrivait précisément cette période, la fin du Moyen-Âge, comme à la fois un revival chevaleresque qui exacerbait les sensations. Huizinga disait en gros du Moyen-Âge qu'il sentait la rose et la merde. On y trouvera donc des guerriers à l'ancienne, armes à la main, contre des canons, des valeurs féodales remises en question par une nouvelle génération. She is already on her way here, with an enormous dowry. But it's insane, I don't even know the girl. Mais alors, ça te défrise, vieux Rérec ? Désolé, papy, mais j'ai ma liberté d'expression capillaire. Ou encore une médecine occidentale présentée comme assez obscurantiste contre les savoirs d'un Orient éclairé. Stephen was the Renaissance man. Interesting enough, he relates to Arab writing at the same time, which probably is something which we don't want to hear at this moment, but true, the Arabs were much more advanced at that time than the Europeans were. The graveyards are full of your tried and tested remedies. Old-fashioned fool. Le film met constamment en scène la pensée magique médiévale, comment cette vision du monde interprète des signes et les confirme, parfois en leur forçant la main. Et face à elle, une vision plus savante et on dirait moderne, préférant tester les inventions d'un De Vinci que des messages surnaturels. Have you ever tried it? Of course not. Any scholar will tell you it's nonsense. I thought real scientists didn't believe in hearsay, that they had to investigate everything for themselves. Chacune censée représenter l'esprit d'une époque à cette charnière où elles cohabitent et se confrontent, sans pour autant que l'une ou l'autre soit vraiment perçue comme le camp du bien. Vu que là, vous l'aurez compris, il n'y en a pas vraiment de camp du bien. A long time ago, a lot of people were dumb and stupid, and they believed in magic, and they thought women were bringing bad luck on the village or something. So they burned a lot of them, but then everybody realized there's no such thing as magic, and they stopped. And nowadays,
it's basically fine. And for this stunningly comprehensive analysis, I was named Male Historian of the Year. Le Moyen-Âge n'y est ainsi pas raconté par son présent, mais par sa fin. Il y est défini par opposition à une autre période, en confrontant leurs traits distinctifs. Ce qui est quelque part ce que font les historiens pour déterminer ces mêmes périodes. L'histoire étant, en fin de compte, un continuum. Ces types de leur temps, ils savaient pas comment ils allaient être découpés a posteriori. Certains se sentent avant-gardistes dans un vieux monde qui refuse de crever, d'autres comme des reliques dans celui qui est en train de naître. Ils sont déjà morts, mais ils le savent pas encore. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Cette façon de raconter une période par sa fin est par ailleurs un procédé narratif assez courant. C'est parfois même une façon de parler du genre cinématographique associé, comme lorsque John Woo réalise Last Hurrah for Chivalry, racontant à la fois le déclin d'une époque et celle du cinéma de KPDP chinois qui aimait s'y dérouler. Et c'est ce que fait quelque part Verhoeven ici, dans sa version occidentale. Déjà d'emblée, dire voilà, on va reconstituer l'époque médiévale, bah bon courage quoi, en fait. En fin de compte, je préfère partir du postulat qu'une œuvre médiévaliste elle est forcément pas réaliste. On peut pinailler tant qu'on veut sur l'historicité des films et des séries. Ils seront toujours, par nature, une représentation culturelle d'une époque plus qu'une reconstitution. On va pas imaginer le même Moyen-Âge en fonction des époques, de sa classe sociale, en fonction de ses options politiques, en fonction de si on est affilié à une religion ou pas. Vous regardez par exemple un film sur le Moyen-Âge, si vous l'analysez bien, si vous le regardez bien, avec un œil critique, vous allez apprendre beaucoup plus de choses sur l'époque de la production de cette œuvre-là que sur l'époque qu'elle est censée représenter. Ça implique qu'à chaque fois, quand on est face à un objet médiévaliste, on doit remettre ça en contexte, on doit faire un travail d'historien tout bêtement, expliquer pourquoi l'auteur ou l'autrice en fait fait cet usage-là en fait de cette imagerie médiévale. En fait. On l'a dit, le scénariste de Flesh and Blood est historien de formation, et Verhoeven s'est explicitement inspiré de travaux historiques spécifiques, où il a pu piocher nombre des idées présentes à l'écran. Il faut bien évidemment se baser sur les connaissances disponibles, déjà pour pas mentir comme des arracheurs de dents, mais même plus prosaïquement pour enrichir le film. At that time, there are many reports in the 16th, 17th century of people finding statues in the ground. With all the plundering and all the wars that were going on, then probably this is a case where a church was destroyed and people tried to save the saint and buried him in the ground. By coincidence that the writer created Martin and St. Martin have the same name. The story goes that St. Martin was so compassionate with the poor, and the sword of course comes out very well too, because that means that to follow the ways of God, it is quite okay to use swords. And here is, let's say, the quintessence of the movie from a religious point of view. Par contre, la prétention à la vraie réalité vraie au cinéma, non seulement passe à côté de ce qu'est le cinéma, mais en plus c'est assez vaine. Ça peut même devenir une prétention délétère, avec des films complètement flingués, basés sur que dalle de sérieux, et qui vendent pourtant la vraie histoire de machin truc. La légende du roi Arthur inspira d'innombrables récits. Mais il y a une histoire que vous n'avez encore jamais entendue. C'est l'histoire vraie. Celle qui est à l'origine de la légende. Non. Déjà non, je suis désolé, pas du tout. Même un film qui raconte l'histoire, raconte avant tout une histoire. Même basé sur une histoire vraie, il reste une fiction. Ce qui va changer, dans tous les cas, c'est quelle vision du monde et de l'histoire on va véhiculer. Alors oui, on peut prendre des événements réels, avoir une approche quasi biographique autour d'une grande figure, ce qui a l'intérêt narratif de fournir un héros, des méchants, etc. Mais ça entretient une vision de l'histoire. Celle où elle est faite par les grands hommes. Il est plus complexe de faire à l'écran une histoire populaire façon Howard Zinn, plus juste dans les mécanismes historiques, mais moins adapté à ceux de la narration hollywoodienne, et à l'identification avec quelques personnages clés dotés d'énormément d'agentivité. Eisenstein, donc, en opposition à la fluidité de la structure du récit américain, propose ce qu'il appelle le montage dialectique. Et là, pour le coup, je cite directement Éric Dufour dans La valeur d'un film, qui dit que c'est la même technique que dans le cinéma américain, mais utilisée autrement, qui permet de faire advenir un montage organique, qui transforme le contenu et fait même advenir un nouveau contenu. Une vision marxiste de la société. Ce nouveau contenu advient lorsque la série successive de gros plans permet de donner une image, un visage, aux opprimés qui d'un seul coup décident de lutter. La série intensive de gros plans, c'est la révolution qui naît. C'est pour ça qu'on se retrouve avec de l'histoire à la Mel Gibson, où tout un groupe, voire tout un pays, va être représenté par un personnage et quelques figurants. That's my friend, Irishman. And the answer to your question is yes. You fight for me, you get to kill the English. Time, come and fight me like a man. Show your wife how you won medals down in Flanders. Tell her how the IRA made you run like Callaway.
Excellent! Cependant, une autre façon de procéder consiste à raconter, comme on dit, la grande histoire avec la petite, en inventant ou s'inspirant de personnages qui vont se retrouver pris dans ces enjeux, sans prétendre qu'ils en sont à eux seuls le moteur. L'identification est intacte, les problématiques incarnées et le tumulte historique ramené à hauteur d'homme. C'est de cette catégorie que fait manifestement partie Flesh and Blood. Un récit entièrement inventé ne recourt pas spécialement plus à des partis pris ou des arrangements avec la réalité qu'un autre pourtant tiré de faits réels qu'il aurait fallu trier, réorganiser et surtout auquel il aura fallu donner du sens. Parce qu'on est au cinoche, pas dans un colloque. Ça peut paraître bizarre, mais si vous réfléchissez bien, de cette façon, on peut montrer parfois encore mieux les gens, leurs relations, la société, les problématiques de l'époque, en créant une histoire sur mesure qui les illustre. Tous les films sont politiques. En premier lieu parce qu'ils mettent en scène des individus, et donc des rapports sociaux entre des individus. Déjà, ça décrit forcément un système politique, économique et social. Le scénariste de bande dessinée Alan Moore a une approche assez intéressante et honnête de cette question dans ses livres, quand il présente, sauf erreur involontaire, des événements bien réels. Ils sont toujours issus d'un énorme travail documentaire, cependant ils investissent l'espace inconnu d'éléments dont on n'a aucune façon de prouver qu'ils se sont bien produits, mais qui ne sont pas contredits par les connaissances disponibles. Ils auraient tout à fait pu se produire. Et Moore en choisit les plus pertinents, les plus intéressants pour son histoire, aussi improbable soit-il. Par exemple, From Hell, sa colossale BD sur Jack l'Éventreur, montre une fascinante scène de dialogue entre Edward Gull, à qui il attribue les meurtres, et John Merrick, alias Elephant Man. Tout ce que Alan Moore sait, c'est que le premier allait parfois rendre visite à un confrère dans l'hôpital où, au même moment, se trouvait le second. Il est raisonnable de penser qu'il l'a au moins rencontré, ne serait-ce que par curiosité. En revanche, rien n'indique qu'ils aient pu avoir un échange de ce genre. Ça n'est juste pas impossible. Et surtout, c'est génial quoi. Elephant Man a peut-être parlé du monde avec Jack l'Éventreur. D'ailleurs, l'adaptation ciné, qui de toute façon est très différente, ne reprend pas cette scène, mais en fait un truc assez malin et méta, en intégrant le meurtrier dans une scène qu'on voit déjà dans le film Elephant Man. Prenez aussi un film comme Le Nom de la Rose, qui est une fiction totale, mais on y trouve des problématiques similaires sur la religion, le savoir, l'opposition entre des obscurantistes et des éclairés. Et Le Nom de la Rose se passe à une époque de transition, au seuil de la Renaissance, et où l'interprétation des signes, ou le regard que l'on porte sur le monde, est sur le point d'évoluer radicalement. D'ailleurs, Jean-Jacques Hano s'était entouré de plein d'experts, parce qu'il voulait quelque chose de très réaliste, pas sur les événements, vu qu'ils sont inventés, mais sur les décors, les costumes, les activités, et même les gestuels. Conseillé par l'historien Jacques Le Goff, Hano a voulu une reconstitution maladivement précise, ce qui donne au tout une patine cohérente, à un ou deux anachronismes près. Cependant, les premiers à penser que sa volonté de réalisme pouvait être un problème, c'est les experts eux-mêmes. Déjà parce que quand il leur demandait des trucs pour sa mise en scène, comme par exemple la gestuelle, ils savaient pas toujours quoi lui répondre. Les auteurs, en fait, disent non mais on s'est vachement renseigné et tout, vous en faites pas, donc faut bien comprendre qu'un historien, une historienne qui travaille sur cette période-là, il va avoir des sources qui sont minimes en fait, on va avoir un résidu de sources, on va avoir des choses, mais on est quand même là, quand on parle par exemple des paysans du XIe siècle, allez trouver des sources écrites par un paysan pour avoir son point de vue, non, vous en aurez pas. Là-dessus, on est obligé de se baser sur l'archéologie, mais l'archéologie c'est pas un paysan qui parle, c'est un paysan qui laisse des traces en fait, donc c'est pas la même chose. Donc vous voyez, c'est en fait, par exemple, sur le 11e, 12e siècle, on a 90% de la population qui est muette. C'est justement ce qu'Alan Moore, dans From Hell, avait compris et utilise à fond. Il y a des choses qu'on ne peut qu'imaginer. Aussi, ces experts pensaient que cette démarche pourrait poser problème en faisant un film trop lourd pour le spectateur. Alors ça n'empêche pas qu'au final, c'est un chef-d'œuvre. Et en fait, on va pas se mentir, un bien meilleur film médiéval que Flesh and Blood, mais bon, maintenant qu'on est là... Seulement, ce parti pris a ses limites et il faut bien en avoir conscience. Et c'est vrai que ça peut même être contre-productif pour la justesse de la représentation de l'histoire. Alors oui, ça peut être bizarre dit comme ça que représenter la réalité de manière plus précise fasse que la représentation est moins juste, mais ok, exemple très simple. Prenez la série Les Tudors. Ouais, parce que moi je dors pas, si tu veux on peut discuter. Donc ça, lui là, c'est le vrai Henri VIII. Et ça, c'est l'acteur qui le joue. Donc niveau ressemblance, ils ont même pas essayé. Sauf que le gaillard, déjà c'est sa jeunesse dans la série, mais surtout il était considéré comme l'un des plus beaux mecs de son temps. Oh là là. Alors pour rendre ça, c'est quoi le mieux ? Prendre un acteur qui lui ressemble physiquement, ou prendre un acteur qui va le faire passer auprès du public actuel pour le BG qu'il était ?
Alors attention, parce que c'est aussi à double tranchant, parce que ça donne une image faussée de l'évolution des canons de beauté au travers des siècles. Mais en fait, si on voulait vraiment se plier à tous les détails, les physiques, les comportements, la dynamique des relations, voire même la langue, c'est ce qu'essaie de faire Mel Gibson dans Apocalypto ou La Passion du Christ. Sauf que, même dans ce dernier, l'araméen qu'on y entend, c'est pas vraiment le vrai araméen qu'on parlait à l'époque. Alors tout ça, ça peut avoir un intérêt, mais il y a aussi des chances qu'on soit bien paumé, voire choqué par des trucs qui devraient pas nous choquer dans le contexte, vu comme les canons et les normes ont changé. Il n'est point noblieux et n'a pas de manière pour m'enjailler. Il est déjà heureux de boulotter nos restes. Les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Quoi ? Un gueux ! Et on risquerait, parce qu'on les connaît pas bien, de carrément tout mal interpréter et de comprendre de travers les motivations, les émotions ou la nature des personnages. Tout simplement parce qu'on est des spectateurs devant un film, pas des historiens devant une source, avec les connaissances nécessaires pour la comprendre et la mettre en contexte. Et c'est pas pour rien que c'est un métier, qui demande des années d'études, une méthodo vénère et un taf de ouf sur des spécialités parfois très spécifiques. Et qu'on paye des gens et on alloue des ressources pour le faire. Et même quand un film embauche ses experts, c'est juste pour conseiller, faire un film et ils savent pas faire, c'est pas leur boulot. Un film historique peut illustrer l'histoire avec un grand H, mais pour cela, il doit déjà nous faire comprendre l'histoire que lui veut raconter. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que ici, on sera toujours dans le domaine de l'imaginaire, de la représentation, même quand il s'agit d'histoire. Et c'est primordial pour juger un film, médiéval ou pas. Pour son Perceval le Gallois. Éric Rohmer aussi a poussé le vice des recherches jusqu'à demander à ses acteurs des gestuelles particulières. Sauf que lui, il a pas cherché à ce que ses acteurs se tiennent à la manière des gens de l'époque où c'est censé se passer, en tout cas pour ce qu'on en sait, ni même de l'époque où a été écrit Perceval. Il a demandé aux acteurs de se tenir comme dans les enluminures. Ce qu'il a cherché, ce n'est pas à reconstituer une époque, mais une représentation particulière de cette époque. Tout comme, pour sa direction artistique, Verhoeven s'est surtout inspiré de tableaux. Alors certes, il veut nous parler d'une époque, mais pas que. Ce qu'il veut avant tout, et pourquoi il a choisi cette époque en particulier, c'est parce qu'il veut en tirer des problématiques qu'on retrouvera d'ailleurs tout au long de sa filmo, que ce soit dans des univers futuristes ou des clubs de striptease. Starship Troopers possède en fait un sous-texte qui est une réelle satire de la société moderne et du monde des médias. Mais oui! Vous êtes pas sérieux là? Non, je déconne, tout le monde sait ça. Ok, merci. Sur les rapports de classe, il trouve par exemple que le Moyen-Âge a le mérite de les schématiser très clairement. De même pour les rapports de genre ou autres. Il cherche, en tant que passionné, à plonger dans l'histoire, mais l'histoire de manière générale. Ce qui est au fond ce que cherchent la plupart des passionnés d'histoire. Try to be medieval. I didn't try to be 1500 exactly, you know. If I think this costume is very much medieval, but it doesn't fit the girl, then I would say, well, then we'll change 50 years earlier or 100 years later, you know, more or less. It's more my general interest in history, I think. And medieval times are, of course, with the plague, that is very dominant here, and other facets, the differences in levels where people are moving is at a higher level, lower level, is all very distinct and clear and it's very elementary. La partie sur l'utilisation de la peste en temps de guerre lui vient bien de lecture historique, mais rappelle d'autres périodes que celle du film. Et il dresse volontairement un pont thématique avec la guerre bactériologique et l'usage bien moderne des armes chimiques. Tout comme ces fameux canons rappellent plus les guerres napoléoniennes, voire carrément 14-18. Et ça accentue d'autant plus le décalage avec les mercenaires datés du film. Verhoeven a été très marqué par la Seconde Guerre mondiale, il était enfant à cette période. C'est pas l'aspect documentaire, c'est pas de nous intéresser à une guerre du Moyen-Âge, mais à travers le moment médiéval, de nous plonger dans l'horreur de la guerre, puisque c'est tout de même ça, une de ses obsessions de cinéaste. Verhoeven, lui, est toujours dans le domaine de l'hyperbole, c'est-à-dire qu'il est sans cesse en train de pousser les scènes à leur paroxysme. And he'll come over and go, come on, let's shoot it! Let's do it! Come on! And he'll get in there and he runs and he acts like a bug going, ah! Et il pense aussi avec les catégories de son époque. Parce que c'est toujours un peu ce qu'on fait sans faire exprès, mais là il le fait aussi consciemment, y compris quand il analyse la trajectoire de ses personnages médiévaux. Ultimately, they will treat him and make him, let's say, behave like a dog. That story of the dog comes in fact from reports from concentration camps. If you want to call that word, it might be the wrong word here, but we felt that the behavior of these people was fascist enough to be an equivalent
of what happened in certain concentration camps. Bien que peu croyant, voire carrément athée aujourd'hui, il est fasciné par les premiers chrétiens, au point d'avoir écrit une biographie de Jésus comme leader révolutionnaire. But for the moment, everybody, now that they got all these riches, basically are one voice. They all feel that they should be kind of early communist, I would call it, or let's say early Christians. Le parcours de la compagnie de Martin, le personnage de Rutger Hauer, pas celle qui va à la plage, est inspiré par ce sujet et tout spécialement la révolte religieuse de Münster, la ville, pas le fromage, qui ne se produira que 3 décennies plus tard. The leader was a man called John of Leyden, and he wanted to introduce in that city of Münster a kind of a proto-communism. He wanted everybody to be alike, he wanted them to wear the same clothes, he was taking care of the elderly people, a thing that basically has been applauded by many communist thinkers later. So there were many positive things about his reign, from a socialist communist point of view, the sharing of goods. At the same time, of course, forgetting that John of Leyden promoted in that city not only to be the representative of God, like Martin in some way does in this movie, he also, of course, had a reign of terror because everybody that disagreed with him was killed. There's no mine and thine anymore! We're all the same. I like that. Why don't we all wear the same color? You all wear red. Évidemment, rappelons qu'il s'agit là de combattants très pauvres, exploités et trahis par les nobles. This is of course aristocratic thinking here. The other people should do the dying and we are getting the money. So that's a capitalist or normal attitude of people even now or exactly now, I could say. Ils décident de ne plus se contenter de leur charité. Désormais, ils prendront par la force ces richesses dont on les a privés pour les partager entre eux. Mais fanatisés sous la coupe d'un chef autoritaire, ce dernier n'utilise leur foi et ses prêches d'égalité que pour asseoir ses propres intérêts, jetant très vite ses principes aux orties quand ça ne l'arrange plus. God damn it, he's in white. They're both in white. So what? Martin is our leader. The leader should catch the eye. Good morning, Martin. It's like Orwell, isn't it? There is some people are equal. All people are equal. But some people, we find out, are more equal than others. Bien entendu, au-delà des références explicites à des courants chrétiens spécifiques, c'est de la religion de manière générale que Verhoeven veut parler. Mais aussi, et vous l'aurez sans doute compris, de la problématique des soulèvements et mouvements égalitaires qui lui tient à cœur, ne faisant pas tant un anachronisme que traçant un lien thématique à travers toutes ces époques et jusqu'au XXe siècle. It's interesting that, of course, any big communist ideals that should not be rejected a priori still mostly have developed into a dictatorship and fascism, notably, of course, the communism in Russia, especially under Stalin's regime. Now, don't forget, before we dismiss communism and socialism, that the first Christian communities had all the same ideas, that there should not be mine and dine anymore, and they were sharing their money, they were sharing their goods, they were certainly trying to make everybody equal, and the ideas about equality cannot be dismissed, not even by American capitalism, you know. Quand bien même il est toujours hasardeux de dire que l'histoire se répète, ça n'est pas moins utile pour comprendre le monde qu'une reconstitution pinailleuse. Ce motif, eh bien, il permet au cinéaste de jouer de la concordance des temps. Alors, est-ce que c'est le meilleur film médiéval de tous les temps? Et sinon, c'est lequel le mieux? C'est une question évidemment tout à fait vaine, à laquelle cette vidéo n'aura peut-être pas répondu. C'est peut-être pas votre question, mais c'est ma réponse. Mais essayer d'y répondre amène à s'en poser d'autres, bien plus importantes. Qui de plus indiqué que Paul Verhoeven pour mettre en scène la violence, la complexité morale, la religion et son rapport au corps et à l'image, la sueur, la folie propre à ces temps tumultueux, et à bien d'autres? Qui de meilleur pour en tirer toute l'ambiance apocalyptique, de guerre, de fanatisme et d'épidémie, qui devrait nous parler encore plus aujourd'hui qu'à l'époque de la sortie du film? I think it's a very interesting movie. Still. And I wish I would have done better. C'est sûr, ça va pas franchement vous aider pour un exposé sur les armes utilisées par les mercenaires au XVIe siècle. Mais de toute façon, pour ça, vous devriez pas vous baser sur un film, vous avez les travaux des historiens. Le rôle d'un metteur en scène, c'est de raconter, faire ressentir comment des gens comme ça pouvaient vivre, penser, et de créer cette sorte de lien entre eux et nous, leur époque et celle du spectateur. Que voulez-vous ?
C'est ça, la division du travail. Faire des films à partir de l'histoire ne peut pas être une tentative d'en produire un impossible instantané, mais d'en raconter quelque chose, sans avoir peur de la voir avec nos yeux de maintenant. Un regard qui est toujours biaisé et anachronique, mais qui a aussi peut-être un recul que n'avaient pas ceux pris dans sa tourmente. Un recul que nous n'avons nous-mêmes pas encore sur le chaos de notre époque. Et que peut, réciproquement, nous amener ces retours sur notre passé jamais vraiment si lointain. Although we seem to believe that we have attained a higher level of civilization, looking back, of course, at the 20th century, I mean, we have to ask ourselves if we have evolved in any way. Êtes-vous blanc, êtes-vous bleu, moi je suis plutôt rouge. Qu'importe c'est nos républiques, commune ou royauté. Ne mêlons pas la politique avec la charité. Vous dormirez en paix aux riches, vous et vos capitaux. Tant que les gueux auront des miches où planter leurs couteaux.